Bonjour, vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 103. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode et cet épisode aujourd'hui est consacré à la question de la couverture. Et la question de la couverture, elle me paraît vraiment essentielle parce que moi, quand j'ai commencé dans le métier, je n'avais absolument rien compris de ce qu'était une couverture de livre et à quoi elle servait. Résultat des courses, il y a eu une espèce de malentendu, un quiproquo, entre ce que j'espérais que la couverture soit, moi, en tant qu'auteur, et ce que les éditeurs me proposaient. Et j'ai cru au départ que c'était un peu lié à une espèce d'incompétence et d'incompréhension, un peu mutuelle, alors qu'en réalité, à force d'en discuter avec des professionnels, c'est-à-dire à force d'en discuter avec des éditeurs et avec des graphistes qui ont l'habitude de travailler pour des éditeurs, et puis aussi en discutant avec des auto-édités, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'avais strictement rien compris de ce que c'était qu'une couverture et surtout à quoi elle servait. Et alors pourquoi c'est essentiel de savoir à quoi sert une couverture, qu'est-ce qu'elle doit être et qu'est-ce qu'elle ne doit pas être? C'est pour la simple et bonne raison que la couverture, elle représente environ 80% de la motivation d'achat du lecteur. C'est la couverture qui attire l'œil en premier du lecteur, qui va le renseigner d'une première façon, qui va le renseigner sur la catégorie d'histoire ou le genre littéraire. Et un lecteur n'achète jamais un livre comme ça sans réfléchir ni rien, tout simplement parce que son porte-monnaie n'est pas extensible. Donc quand il est en recherche d'un livre, il a des sujets, des thèmes, un genre de prédilection. Les lecteurs qui sont des lecteurs polyvalents, complètement polyvalents, en réalité, soit suivent l'actualité, soit achètent sur recommandation. Donc, quand le lecteur est en recherche d'un achat de lecture, évidemment, il va se diriger dans les rayonnages et il va commencer à regarder. La première chose qu'il va le regarder dans le rayon qui intéresse ce lecteur, alors du coup, ça dépend le genre dans lequel il aime se promener, science-fiction, fiction, fantasy, blanche, etc. Mais ensuite, ce qui va l'attirer, c'est la couverture. Une fois que la couverture l'attire, alors à ce moment-là, il va se rapprocher et il va lire le titre. Et c'est la deuxième caractéristique qui fait qu'un lecteur est accroché. Et puis ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va prendre le livre et il va le retourner. Intervient donc à ce moment-là ce qu'on appelle la quatrième de couverture. Et ce que font beaucoup de lecteurs ensuite, c'est soit ouvrir et feuilleter le livre, soit l'ouvrir à la première page et lire quelques lignes pour voir s'il entre tout de suite dans l'univers de l'auteur et si la plume le séduit et l'intéresse. Donc si on résume, lorsque un lecteur est en recherche d'un achat de livre, entre le moment où il est dans cette recherche et le moment où il va effectivement repartir avec un livre, ça se passe en plusieurs étapes qui sont censées rassurer son achat et rationaliser son achat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Petit 1, je vérifie la couve, ça a l'air d'être dans le genre dans lequel j'ai l'habitude de me diriger, ça m'intéresse. Le titre est accrocheur, je retourne le livre, la quatrième de couverture m'intrigue, elle m'intrigue suffisamment pour que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus et elle me confirme aussi l'idée selon laquelle je suis bien dans le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire et que j'ai l'habitude d'aimer. Et puis bien sûr, en dernier lieu, en ultime vérification, j'ouvre le livre et je lis quelques lignes pour voir si la plume de l'auteur n'est pas complètement rédhibitoire par rapport à moi. Et le fait de cocher cette espèce de liste permet au lecteur, lorsqu'il arrive à la caisse, et quand il va dépenser en moyenne entre 6 et 20 euros selon le format du livre, de se dire que c'est une dépense qui est rationnelle, qui va lui faire plaisir parce que il est passé par ces étapes de vérification qui sont en réalité là pour le rassurer et rassurer son achat. Pourquoi est-ce que je fais cette introduction-là? C'est tout simplement pour bien te faire comprendre que le premier lien, le premier contact que tu établis avec le lecteur passe en réalité par la couverture.
puisque tu ne peux pas parler à chaque lecteur qui va acheter ton livre, comme c'est par exemple le cas en salon, où là tu vas pouvoir expliquer et pitcher ton roman à un lecteur si celui-ci te pose la question ou a l'air d'être intéressé par l'un de tes livres, donc là c'est évidemment beaucoup plus facile. Mais lorsque le lecteur n'a pas d'accès direct à l'auteur, et lorsqu'il va faire son choix uniquement soit devant une image parce qu'il est en train d'acheter en ligne, ou face à l'objet réel du livre parce qu'il est en librairie ou en grande surface, le premier contact qu'il a avec ton histoire, avec ton univers, c'est la couverture. Donc, la première étape de communication avec le lecteur passe par la couverture. Donc en réalité, la couverture, c'est une première approche. C'est un peu comme si tu commençais à dire à ton lecteur « Bonjour lecteur, voici ce que tu vas trouver dans ce livre ». Et ça, tu le racontes à travers la couverture. Donc c'est une erreur de penser que la couverture, elle a un rapport très étroit avec ton histoire précisément. En réalité, la couverture, elle a plus à voir avec le fait qu'elle doit d'abord interpeller un lecteur, avant de lui raconter ce que ce lecteur va potentiellement trouver à l'intérieur du livre, par le biais du titre, par le biais de la 4e de couverture. La première des choses à faire pour un livre qui est paumé au milieu des rayons, etc., c'est de faire coucou au lecteur. C'est exactement ça. De l'interpeller, de lui dire « Hey, lecteur, tu es intéressé par de la romance ? Tu es intéressé par de la romance historique ? Tu es intéressé par de la high fantasy ? Est-ce que tu es intéressé par une histoire de sorcier ou de sorcière ? Voilà. C'est exactement ce que la couverture, elle fait en premier lieu et c'est son premier et son but en tout cas le plus important. Et alors, moi, au départ, quand j'ai commencé dans le métier, je pensais que la couverture devait être une espèce de transcendance de l'histoire, de mon intention littéraire, une espèce de quintessence de mon intention littéraire et qui serait magnifiée par un graphiste de génie, évidemment, toujours, qui ferait une couverture absolument sublime, comme je les aime moi, a priori, donc avec un dessin magnifique, original, coloré, et qui en même temps cache à l'intérieur de sa représentation plein d'indices sur mon histoire, et évidemment que lorsque le lecteur aurait terminé mon histoire, et qu'il refermerait le livre, il se rendrait compte, en re-regardant la couverture, à quel point c'est blindé d'indices, et que c'est génial, etc., etc. Bref, je pensais que la couverture avait un sens et que ce sens était étroitement lié à mon histoire. Et c'est là que le quiproquo s'est installé, parce que pas du tout, en fait. La couverture, elle ne sert pas du tout à ça, c'est pas le but de la couverture. Ce sera le but de la 4e de couverture, ce sera le but du titre, mais absolument pas de la couverture. La couverture, encore une fois, c'est le premier lien de connexion avec le lecteur et c'est une façon pour le livre d'interpeller le lecteur et de l'accrocher pour ensuite l'approcher vers le livre, vers l'objet livre, et le pousser à retourner le livre et à lire la 4e de couverture. Et c'est cette 4e de couverture qui, là, du coup, sera la quintessence, l'extrait sublimé de l'histoire. Évidemment, alors pas le résumé, parce qu'il ne faut pas tout en dire, bien sûr, mais voilà, tu l'auras compris, c'est la mise en scène, la mise en avant, la mise en exergue, évidemment magnifiée, de l'histoire et de ton histoire. Si bien que on est d'accord que la 4e de couverture, elle est propre à ton livre à toi, à ton histoire à toi. Les 4e de couverture, elles ne sont pas interchangeables. Alors je sais que certains éditeurs ont tendance à un peu les automatiser et à industrialiser la confection de la 4e de couverture. Mais normalement, quand l'éditeur fait correctement son travail, la 4e de couverture, elle est complètement dépendante de ton histoire. Elle n'existe que parce qu'elle est en rapport avec ton histoire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des couvertures. Autrement dit, la couverture, finalement, elle pourrait convenir à un autre roman qui serait strictement dans le même genre littéraire que toi et avec la même charte graphique, c'est-à-dire avec dans la même maison d'édition d'une certaine façon, ce qui explique d'ailleurs que lorsque on regarde les grands genres littéraires comme le polar, comme le thriller, comme la romance, etc., dans les sous-genres de ces grands genres, romance historique, chick lit, feel good, qui sont des dérivés de romances quand on tire un petit peu, mais voilà, les romances un peu doudou, ou les fameuses rom-com de Noël, toutes les couvertures se ressemblent. Et toi, en tant qu'auteur, alors je te dis toi parce que moi c'est ce que j'ai pensé,
tu te dis, oui, mais comment faire la différence en fait? Puisque toutes les couvertures se ressemblent et que finalement, il n'y a rien qui ne ressemble plus qu'à une couverture de rom-com de Noël qu'une autre couverture de rom-com de Noël. Donc comment le lecteur fait la différence entre ma rom-com de Noël et puis la rom-com de Noël de ma voisine? Et donc, encore une fois, le quiproquo, il est là. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on demande à une couverture. Encore une fois, c'est la 4e de couverture qui fera ce travail-là. La couverture, elle est simplement là pour héler le lecteur et lui dire « psst, psst, lecteur, tu aimes les rom-coms de Noël? Eh ben, viens par ici. Là, ici, tu as tout plein de rom-coms de Noël. Ça tombe bien parce que comme tu es lecteur de rom-com de Noël, tu adores en lire et tu ne vas pas te contenter d'en lire une seule. Donc dans toute cette portion de rayon, tu ne vas avoir que des rom-coms de Noël. Donc comme tu ne peux pas toutes les acheter, comment tu vas faire la différence entre les différentes comédies romantiques de Noël? Et bien pour ce faire, puisque tu es dans le bon rayon et face aux bonnes couvertures, tu vas regarder les titres, celui qui te parle le plus, celui qui t'intrigue le plus. Tu vas prendre ce roman en main et tu vas retourner le roman et tu vas donc lire la 4e de couverture. Et c'est cette 4e de couverture qui va donc différencier les différentes comédies romantiques de Noël et permettre au lecteur de préférer une rom-com qui se passerait à Londres, une rom-com qui se passerait dans une ville du Sud ou à la station de Megève, par exemple, qui se passerait entre de très jeunes personnes ou au contraire un couple un petit peu plus âgé, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire que la couverture, c'est pas son but d'être très très original et d'être très très lié à ton histoire en particulier parce que ce n'est pas sa fonction. Donc, le travail des éditeurs, et c'est en ça qu'il faut vraiment que tu comprennes que le choix de la couverture échappe vraiment au métier d'auteur. Tu as le métier d'auteur, le fait d'écrire, ce que tu as fait, tu as donné le meilleur de toi-même, tu as fait du mieux que tu peux en écrivant le livre, mais au niveau et au stade de la couverture, c'est un autre métier. Et à ce stade-là, il faut t'en remettre à ceux qui ont l'habitude de faire ce type de couverture. Même si, lorsque du coup il te montre la couverture, tu te dis mais quel est le rapport avec mon histoire, en fait. Et ce n'est pas parce que l'éditeur ne fait pas son travail, ce n'est pas parce qu'il n'a pas lu ton roman, bien sûr que si. C'est juste qu'il sait exactement comment te vendre et il sait exactement quoi vendre au lecteur. Et là, on est un petit peu obligé de faire la grande séparation, si je peux dire, entre d'un côté le clan des auteurs et de l'autre côté le clan des maisons d'édition. Alors attention, quand je parle de maisons d'édition, j'inclus aussi les auto-édités. Pourquoi ? Parce que l'auto-édité, lorsqu'il en sera à confectionner sa couverture, il prendra sa casquette d'éditeur. Il ne sera donc plus du tout auteur. Là, il sera vraiment avec sa casquette d'éditeur. Donc, maison d'édition et auto-édité, c'est exactement la même chose. À ce stade-là du processus de publication du livre, ils font exactement le même métier. Donc d'un côté, on a l'équipe des auteurs qui, eux, sont à fond dans leur histoire, dans la particularité de leur histoire, dans le message qu'ils veulent faire passer au lecteur et le voyage qu'ils tiennent à lui faire faire, évidemment. Et puis de l'autre côté, on a les auto-édités et la maison d'édition qui, eux, savent qu'ils ont un portefeuille client. Le portefeuille client, eh bien, évidemment, c'est le lectorat qui suit la maison d'édition ou le lectorat qui adhère au mailing de l'auto-édité. Et donc, il faut qu'ils préviennent ces lecteurs cibles qu'ils ont un nouveau produit, un nouveau roman, que ce nouveau roman, c'est exactement ce que le lecteur cible cherche et attend. Et ensuite, évidemment, lui parler de l'histoire en particulier qui est donc unique, avec évidemment les éléments descriptifs, à savoir la 4e de couverture, un extrait, si c'est en ligne, les maisons d'édition et les auto-édités mettent souvent des extraits du livre pour permettre au lecteur de checker toutes les petites étapes dont je t'ai parlé en tout début de ce podcast. Et du coup, leur savoir-faire et leur professionnalisme, là, ici, répond à des règles de marketing qui consistent à très très bien connaître l'imagerie et les caractéristiques du genre dans lequel tu écris, du genre dans lequel tu es publié. Ça veut dire que si l'éditeur fait correctement son travail et que l'auto-édité fait correctement son travail, ils ont étudié le marché. Par exemple, ils ont étudié le marché de la rom-com de Noël. Donc ils savent exactement quelles sont les couvertures qui fonctionnent le mieux. C'est-à-dire quelles sont les couvertures qui, massivement, à un instant T, parce que ça change, mais à un instant T, séduisent un maximum de lecteurs qui sont fans des rom-coms de Noël.
Je vais te donner un exemple sur ce sujet-là que je connais évidemment très bien, puisque mes comédies romantiques de Noël sont éditées en France et sont éditées en Allemagne. Et c'est intéressant parce que les deux marchés qui pourtant portent exactement sur le même genre littéraire et le même genre de niche, parce que la comédie romantique de Noël, il faut savoir qu'elle a un lectorat dédié. C'est-à-dire que ce sont parfois, même souvent, des lecteurs qui ne lisent ce genre de roman qu'à Noël. Et le reste du temps, ils ne lisent pas. Ou alors ils lisent de la SF, ils lisent pas du tout d'autres romances. Donc c'est vraiment un lectorat de niche. Et lorsqu'on regarde les deux marchés, ils sont mais complètement opposés au niveau de la couverture. Par exemple, en France, la tendance des rom-coms de Noël depuis maintenant 2-3 ans, ce sont des couvertures très simples et qui sont très graphiques avec des petits objets très naïfs. Donc on a généralement des petits biscuits de Noël, on a des petits sucres d'orge, des petits lapins et des couvertures dont les couleurs sont ou rouges ou or ou vert. Quelque temps, mais ça a tendance à changer un petit peu. La tendance, c'était aussi du blanc cassé, donc le blanc flocon de neige en quelque sorte, et on peut mélanger ces 3-4 couleurs. C'est systématiquement ça, et la tendance au niveau du titre, même si c'est pas le sujet de ce podcast, mais ce sont des titres à rallonge. Typiquement, comment j'ai failli ne pas me marier à Noël, etc., etc. C'est un petit peu la tendance. En revanche, lorsqu'on est du côté allemand, alors là c'est complètement différent. La tendance des rom-coms de Noël, c'est la couverture façon Dickens. C'est-à-dire avec des jeunes filles, avec des anglaises, avec des petits bérets qui sont colorés très dans les rouges, dans les verts, avec des jolies écharpes. Elles ressemblent à des petites poupées, en fait, les joues bien rouges. Voilà, et puis il y a des énormes couronnes de Noël accrochées à des portes en bois, façon très très typée anglais, très typée Dickens du coup. Et des façades en pierre, avec des vues sur la ville, avec des lumières, avec des sapins décorés. On imagine un peu l'ambiance dans les téléfilms de Noël où à l'intérieur des énormes maisons américaines, on a des sapins de Noël ultra chargés qui font 3 mètres de haut. Voilà, on est sur le côté très baroque de la représentation de Noël. Alors très clairement, si on se pointe en France avec une couverture comme ça, il n'y a aucune chance qu'on séduise le lectorat des rom-coms de Noël. Et à l'inverse, si on se mettait à vendre en Allemagne avec les couvertures simplissimes que l'on fait au niveau français, ça n'aurait aucune chance d'attirer l'attention du lecteur fan de rom-com de Noël. Et encore une fois, l'histoire que j'ai écrite est exactement la même. Elle est la même avec une couverture simplifiée, très graphique, très moderne, très girly côté français, et c'est exactement la même histoire avec un côté très baroque, limite un peu victorien, alors que c'est moderne, hein, ça se passe à l'heure actuelle, en 2021. Donc voilà, et c'est exactement la même histoire. Et pourtant, c'est deux couvertures radicalement opposées. Et le personnage, d'ailleurs, qui se trouve sur la couverture de mes rom-coms de Noël en Allemagne, puisqu'en Allemagne, il faut un personnage, contrairement en France, il ne ressemble en rien à aucun de mes personnages à l'intérieur de mon livre. Et ça n'est absolument pas important. Parce que le lecteur, c'est pas du tout ce qu'il vient chercher. Il vient pas chercher une photographie d'une scène qui se déroule dans l'histoire. Il ne sait absolument pas ce que c'est comme histoire. La couverture sert juste à la pâter. Donc voilà, histoire égale, deux couvertures, mais vraiment à l'opposé. Je t'encourage vraiment à regarder sur notamment Amazon. Hein, si tu veux voir la différence de couverture, tu tapes Lucie Castel et tu devrais avoir presque toutes mes publications allemandes, ou en tout cas quasiment, et tu verras à quel point là, la couverture pour une même histoire se trouve vraiment à l'opposé. Et quand tu regardes les deux couvertures, tu jurerais que c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout la même ambiance et que ça ne se déroule pas du tout à la même époque. Et donc, c'est en ça que c'est vraiment crucial de comprendre à quoi sert une couverture. Et aussi de faire confiance, de t'en remettre aux professionnels, de t'en remettre à l'éditeur, et vraiment de lui faire confiance et de ne pas essayer de trop lui dire oui mais c'est pas du tout l'ambiance de mon roman, c'est beaucoup trop sombre, c'est beaucoup trop clair, etc. parce que l'éditeur, lui par contre, c'est exactement quelle est la fonction d'une couverture. Et si jamais tu décides d'être auto-édité, alors il va vraiment vraiment falloir que tu te détaches de ton histoire et que tu te dises c'est quoi mon message au niveau du lecteur cible. Qu'est-ce que je veux lui dire en fait? Et il va falloir que tu te poses cette question, c'est quel est mon lecteur cible? Quel est le lecteur qui va adorer mon histoire?
Typiquement, le lecteur qui va adorer mon histoire, c'est un lecteur qui adore les bonbons de Noël qui se passent à Londres avec de l'humour plutôt noir. Voilà. Ça, c'est le lecteur qu'il va falloir que je cible. C'est ce lecteur-là qui va adorer mon histoire. Donc, il faut que j'appelle ce lecteur et que dès la couverture, ce lecteur comprenne que c'est exactement ce qu'il va trouver dans mon roman. Et donc, pour finir sur ce podcast et sur cette réflexion autour des fonctions de cette couverture, c'est alors, est-ce qu'il existe une couverture parfaite? Parce que comme je viens de dire que la couverture, elle faisait 80% de la vente sur ton livre, tu te doutes bien, et c'est toute la tragédie de nous autres auteurs, tu te doutes bien que l'essentiel tient dans la couverture. Alors après, évidemment, la fidélisation du lectorat, ça, c'est ton histoire qui va le faire, hein, et personne d'autre. Et l'achat de ton livre se fera sur la 4e de couverture, mais ce n'est encore pas quelque chose que tu vas faire, hein, c'est quelque chose que fait l'éditeur aussi pour les mêmes raisons que la confection de la couverture. Eh bien, très clairement, il faut que tu te fasses violence et que tu te dises, cette couverture-là, sa fonction, c'est d'appeler le lectorat, et pas n'importe quel lectorat, le lectorat cible. Et que je détache cette couverture de mon histoire. Et que donc, quand j'ai quelque chose à redire à l'éditeur, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui te heurte et qui te choque dans la couverture, par exemple, ou qu'il y a quelque chose avec lequel tu es complètement rédhibitoire, mais c'est pas parce que tu trouves la couverture pas très jolie et pas très en rapport avec ton histoire. Si il te la propose de cette façon, c'est que lui, il sait comment communiquer avec le lecteur cible. N'oublie jamais que l'éditeur, quand il fait correctement son travail, l'idée c'est qu'il te vende, parce que plus il te vend, plus tu fais carrière, plus il gagne de l'argent. Et puis, il y a une autre chose aussi concernant la couverture, c'est que là j'ai beaucoup parlé du lien qui s'établit en premier lieu entre le lecteur cible et puis ton genre d'histoire, mais il y a aussi une autre fonction, mais qui n'intervient peut-être pas en tout début de carrière, c'est le branding de l'auteur. En fait, l'idée qui est qu'il faut que tu restes dans les codes de la couverture qu'ont l'habitude de voir les lecteurs, parce que si tu sors un peu trop de ces codes, si tu deviens un peu trop original, eh bien le lecteur cible ne va pas du tout comprendre qu'il s'agit d'une histoire qu'il adore, du coup parce que ça sera vraiment trop différent, et comme il sera dans un rayon où il y a plein de comédies romantiques de Noël, il va pas perdre son temps à choper la couverture qui ne lui fait pas du tout penser à une comédie romantique de Noël. Et en plus pas à la bonne période de Noël. Alors là, n'y compte pas. Donc lui, s'il vient chercher une comédie romantique de Noël, il faut lui en donner une. Donc, là consiste à l'intérieur de ces codes graphiques et esthétiques de la comédie romantique de Noël, puisque c'est mon exemple depuis le début du podcast, c'est quand même de tirer son épingle du jeu. C'est quand même d'avoir une personnalité. C'est-à-dire qu'il est là l'équilibre extrêmement délicat et qui nécessite d'être très professionnel, et ça, encore une fois, hein, on va reparler du professionnalisme des éditeurs ou des auto-édités, parce que sans ça, tu ne vends pas, il y a absolument pas moyen que tu puisses vendre. Mais du coup, cette espèce de jeu d'équilibre entre « il faut que je sois dans les clous pour qu'on ne se trompe pas de message en direction du lecteur », mais en même temps, dans le flot de toutes les couvertures qui lui racontent un peu la même chose, il faut quand même qu'on tire son épingle du jeu. Et en cela, souvent, quand l'éditeur croit en toi, quand il se dit qu'il va te signer plusieurs livres d'affilée, il va créer une sorte d'identification graphique. C'est-à-dire que tout en conservant les codes de la couverture dans le genre dans lequel tu es édité, pour que le lecteur cible reconnaisse quel type d'histoire va lui être proposé, dans cette hypothèse, il va te choisir une image, en fait, alors en concertation avec toi plus ou moins, selon la taille de la maison d'édition, de sorte que quand l'éditeur va voir tes prochaines couvertures, il saura que c'est dans le genre de la comédie romantique de Noël, mais il saura que c'est un Lucie Castel. Il saura que c'est un Emily Blaine, par exemple. Il saura que c'est un Angela Morelli. Parce que ils auront glissé, toute l'équipe des graphistes, etc., ils auront glissé dans ta couverture. Alors en général, c'est une typo, en général, c'est une charte de couleurs, en général, c'est de la façon dont ils placent les objets sur la couverture, toujours dans un ordre précis. Ça, c'est typiquement le travail autour du branding, donc de l'image de cet auteur, pour que non seulement le lecteur comprenne à quel genre d'histoire il a affaire, mais qu'il comprenne à quel auteur il a affaire. Et là, à ce moment-là, la couverture, c'est l'étape suivante,
elle a 2 fonctions. Première fonction, j'appelle le lecteur potentiellement sensible au genre dans lequel j'écris et à mon histoire, pour qu'il puisse acheter évidemment. Deuxième but, deuxième objectif, deuxième communication, c'est de lui dire « Ah, c'est un Emily Blaine, c'est un Lucie Castel ». Voilà, mais ça se fait un peu plus, un peu postérieurement après tes premières publications. Si je cite beaucoup Emily Blaine, c'est parce que je viens de dérouler mes exemples autour des rom-coms de Noël et qu'elle fait régulièrement des comédies romantiques de Noël en plus de ses romances, et je voudrais te proposer, si tu en as envie, pour voir et comprendre ce dont je suis en train de parler pour la deuxième fonction remplie par la couverture, à savoir l'installation d'une image, d'un branding de l'auteur, c'est de regarder les dernières publications d'Emily Blaine. C'est extrêmement révélateur. Tu regardes les couvertures, les jaquettes qui étaient les siennes jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, et je n'ai même pas besoin de te dire plus, tu vas tout de suite comprendre qu'à un moment, il y a un tournant. À un moment, ils ont complètement changé la charte graphique, ils ont changé la typo de son nom, le positionnement sur la jaquette, ainsi que les titres et le jeu de couleurs qui est utilisé. Et les 3 derniers livres sont faits exactement sur le même modèle. Et là, tu assistes à la création d'un branding d'auteur, typiquement. Ils l'axent sur une sous-catégorie de la romance très précise. Ils sont en train de la spécialiser sur une romance un peu particulière, qui est une romance beaucoup plus généraliste, beaucoup plus feel-good, beaucoup plus dev perso. C'est cette tendance-là. Alors après, est-ce que les histoires sont en rapport? Peu importe. C'est cette image-là, en concertation avec l'auteur, je suppose, évidemment, cette image-là vers laquelle ils ont décidé d'aller. Vraiment, je t'encourage à faire cette petite démarche parce que c'est là que tu vas voir la décision marketing de l'éditeur. Parce que c'est lui qui décide et qui met en place ça. C'est dans ses fonctions, c'est une évidence. Donc typiquement, là, tu vois concrètement le virage qui a été opéré par l'éditeur et qui décide, pour tout un tas de raisons dont il a discuté, je suppose encore une fois, avec l'auteur, ou en tout cas il lui a proposé, ça c'est certain, le virage qu'il opère et la constitution, la mise en place d'un bouquin à l'autre d'un branding. Et ça, il se sert de la couverture pour faire ça, et ça n'a rien à voir avec le changement d'histoire. Parce que les histoires qu'elle écrit, c'est toujours son même genre, c'est ce qu'elle aime faire, c'est ce qu'elle aime écrire, ce sont les histoires dans lesquelles elle excelle. Donc ce changement radical se fait sur cette charte, du coup. Et là, l'idée étant d'envoyer un nouveau message au lecteur, un changement de tendance. Alors je cite Emily Blaine parce que je connais bien son travail et que c'est assez récent, mais il y a quantité d'auteurs où peut-être qu'il t'est arrivé, toi en tant que lecteur, de te dire « Ah bah tiens, les couvertures de machin depuis quelque temps, c'est un peu toujours les mêmes, elles ont complètement changé. » Ou ces couvertures, elles sont toutes blanches. Ou ces couvertures, elles sont toutes noires. Voilà. Je te renvoie aussi évidemment aux collections de fleuves noirs sur les polars où on a des jaquettes qui sont totalement identiques pour un genre spécifique de polar. Les polars nordiques, typiquement, ils ont la même charte graphique. Et alors là, c'est tout auteur confondu. Et on est bien d'accord que chaque histoire de chaque auteur est complètement individuelle, originale, exclusive, etc. N'empêche que les couvertures sont exactement les mêmes. Et que toi, tu pourrais penser, si tu ne regardes ni le titre, ni la 4e de couverture et le nom de l'auteur, tu jurerais que c'est exactement la même histoire. Eh bien voilà, c'est exactement ça, tu peux vraiment le vérifier dans les librairies. Maintenant qu'on peut y retourner, je t'encourage vraiment à faire ce jeu-là pour comprendre à quoi sert une couverture, quoi demander à la couverture et quoi ne pas lui demander, surtout pour éviter de la plomber. Et puis je terminerai par une anecdote personnelle. Où typiquement, sur l'une de mes couvertures, on s'est complètement planté. Je dis on parce que j'étais tout à fait d'accord avec l'éditeur, pour le coup, donc on était 2 dans le bain. Et ce qui s'est passé, c'est que la première jaquette, la première couverture de mon premier roman policier était une couverture que j'ai voulu en rapport avec l'histoire. Et en rapport avec l'histoire, il y avait une ambiance un peu fantastique, qui n'était en réalité qu'une ambiance, parce que le roman n'est pas du tout de fantaisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de rien du tout. C'est juste qu'à un moment, les personnages sont pris dans une espèce d'hallucination collective et à la fin, ils comprennent que c'est une hallucination collective, il n'y a absolument pas d'ambiguïté, on est dans un polar. Voilà, c'est juste que le vernis est très sur la superstition. Donc j'ai voulu faire une couverture avec l'éditeur qui soit en rapport avec cette histoire et qui installe cette ambiance de superstition, de légende bretonne, etc., etc. Sauf qu'il s'est produit un quiproquo entre
les distributeurs, les librairies, les bibliothèques, le lecteur et nous. Et les tiers, donc distributeurs, bibliothèques et puis lecteurs, ont cru que c'était un roman de fantaisie. Et donc évidemment, ceux qui l'ont acheté croyant que c'était de la fantaisie, c'était des lecteurs cibles fantaisie, ont été très déçus de ne pas du tout avoir de magie, des surnaturels dans le livre. Et au contraire, les lecteurs fans de polar ne sont pas allés vers mon livre parce qu'ils se sont dit c'est du fantastique, il y a de la magie dedans, il y a très clairement du surnaturel, et moi ce n'est pas ma tasse de thé. Moi j'aime les vrais polars entre guillemets classiques où il n'y a pas de surnaturel. Et là très clairement on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Et quand je dis qu'on s'est trompé, ça veut simplement dire qu'il y a très clairement eu un quiproquo installé entre le message que nous, on voulait faire passer au lecteur et ce qu'a compris le lecteur. Et pour finir sur cette histoire, Johanna Vogel, qui est donc la cofondatrice de l'ICAR et qui fait aussi des podcasts et que tu connais forcément très bien, avant de faire le métier qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle, elle était conservateur de bibliothèque. Et évidemment, elle mettait tous mes livres dans sa bibliothèque. Et systématiquement, quand elle faisait le tour, elle regardait les rayonnages et systématiquement, elle récupérait mon roman qui était dans le rayon fantasy et surnaturel et devait le remettre dans le rayon polar. Voilà, donc pour encore une fois illustrer mon propos autour de l'importance de comprendre à quoi sert une couverture. Voilà ce que je voulais te dire autour de ce sujet qui est à mon avis un sujet essentiel lorsqu'on aborde la carrière et le métier d'auteur et dont on ne parle pas assez. Et encore une fois, ce n'est pas parce que beaucoup d'auteurs n'ont pas tellement leur mot à dire sur leur couverture parce que c'est quelque chose qui est décidé au niveau de l'éditeur que l'auteur doit ignorer à quoi sert une couverture et ne peut pas se permettre de juger cette couverture à partir du moment où il sait très bien quelles doivent être les caractéristiques et les objectifs poursuivis par cette couverture. Voilà, je t'encourage évidemment à continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet sur licar.fr, licares.fr, et surtout ne pas hésiter à réagir et à partager ces podcasts, en tout cas cet épisode, si toutefois il t'a plu. Et évidemment, je te dis à très vite. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, licares.fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.